Oui. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h40 sur Studio Kalita, lors de ce matin de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous commencerons par la manchette du Yediot Aharonot, qui se fait l'écho d'une certaine inquiétude de la part des dirigeants israéliens à l'approche de la présentation. On ne connaît pas la date exacte, mais on parle de cette présentation du plan de paix américain au Proche-Orient. Au cœur de cette inquiétude, des rumeurs sur le fait que dans ce plan, Jérusalem pourrait être reconnue comme capitale commune de l'État d'Israël et du futur État palestinien. Ce serait là une manière pour Donald Trump de dédommager les Palestiniens après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël du 6 décembre dernier. Et ce serait la manière utilisée par les Américains pour pousser Mahmoud Abbas à revenir à la table des négociations. Selon les estimations, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, auraient l'intention donc de s'efforcer de faire pression sur le président Trump pour que cette clause concernant Jérusalem soit abandonnée. Le Yediot Aharonot explique que Donald Trump craint que les républicains sortent affaiblis des élections du midterm en novembre et qu'à la suite de cela, le président américain décide de passer à la vitesse supérieure pour parvenir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, un accord qui, d'une certaine manière, serait une forme de couronnement de son premier mandat présidentiel. Le Israël Hayom souligne que la journée de vendredi s'est déroulée dans le calme aux abords de la bande de Gaza qui sépare Israël aux abords de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Et par conséquent, ce retour à un calme, même précaire, devrait permettre la reprise des pourparlers conduits par l'Égypte au Caire afin de parvenir à un cessez-le-feu, peut-être même à une trêve. L'Égypte, qui affirme avoir obtenu du Hamas des garanties que les manifestants palestiniens ne s'approcheront pas de la barrière à plus de 500 mètres de cette barrière. Donc l'Égypte a affirmé cela, mais ce matin on a appris du côté palestinien que l'on démentait formellement ce type de révélation de la part des autorités égyptiennes. Ces derniers développements font dire à Amnon Lor dans le Israël Hayom que le Hamas ne veut pas de confrontation militaire amplifiée avec Israël et qu'il comprend qu'Israël dispose aujourd'hui d'une option militaire conséquente qui n'oblige pas l'État hébreu à pénétrer dans la bande de Gaza avec des forces terrestres. Quant au Maariv, il croit savoir que le Hamas a repoussé une requête égyptienne de cesser totalement toute confrontation avec Israël pendant 2 semaines. Dans le Maariv, l'avocat Yoram Sheftel commente les derniers développements autour de Gaza. Il écrit « Si le général Gadi Eisenkot avait été chef d'état-major durant la guerre des 6 jours, nous aurions perdu cette guerre. Cela ne doit pas exempter l'échelon politique de responsabilité dans ce qui se passe actuellement à Gaza, mais c'est un fait, écrit Yoram Sheftel. Tout à l'heure, le colonel Meir Dahan démentait formellement la responsabilité du chef d'état-major Gadi Eisenkot dans la situation actuelle. Il soulignait que le chef d'état-major se soumettait aux décisions de l'échelon politique. Ceci étant, les quotidiens comme le Yediot Aharonot font état de la poursuite de l'acheminement par l'Iran de matériel permettant aux missiles du Hezbollah qui sont pointés vers l'État d'Israël de devenir de plus en plus précis. Il s'agit de systèmes de GPS qui seront installés donc sur ces missiles et qui sont acheminés à bord d'avions civils iraniens vers le Liban afin donc d'échapper à la surveillance ou même aux attaques d'avions de chasse de l'armée israélienne ou même de drones israéliens. Yossi Yehoshua, dans le Yediot Aharonot, estime que la conséquence majeure de la politique de retenue de l'État d'Israël dans la bande de Gaza est que le Hezbollah, ainsi que son chef Nasrallah, sont persuadés que les Israéliens ne veulent pas actuellement de confrontation et cela donc affecte leur force de dissuasion et renforce quelque part indirectement le Hezbollah qui se sent de plus en plus fort et qui se permet donc de faire acheminer des moyens plus sophistiqués en direction donc du territoire libanais à l'intention donc de ces missiles, les missiles qui sont pointés sur l'État d'Israël depuis plusieurs années. Les quotidiens israéliens nous rappellent que c'est aujourd'hui que sera commémoré, selon la date hébraïque, le 23e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. À cette occasion, le chef d'état-major de Tzahal, le général Gadi Eisenkot, a publié une lettre adressée aux soldats de l'armée israélienne. En dépit du temps passé, nous ne devons pas oublier que chaque année, à cette date-là, nous avons pour devoir d'approfondir la signification de ce qui s'est passé et nous rappeler que cet assassinat a creusé un fossé, une fracture et provoqué une fracture au sein de la société israélienne. Selon un sondage rendu public à l'occasion de cette
date anniversaire, 48% des juifs israéliens se disent plus tristes durant cette journée du souvenir, tandis que 53% affirment que c'est pour eux un jour tout à fait normal. Aujourd'hui, sur la place Rabin à Tel Aviv, se tiendra ce qui a été défini comme une assemblée israélienne qui doit rassembler les diverses composantes de la société israélienne pour un dialogue sur plusieurs sujets se rapportant à l'essence même de la société israélienne, comme Israël État juif et démocratique, le Shabbat en Israël et les relations aux minorités dans la société israélienne. Les journaux israéliens reviennent sur l'affaire du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et mentionnent en évidence la première reconnaissance officielle par les autorités saoudiennes de leur responsabilité dans la disparition de ce journaliste hostile au pouvoir à Riyad. Le procureur saoudien a prétendu que Khashoggi avait trouvé la mort lors d'une bagarre à l'intérieur du consulat saoudien à Istanbul et qu'il avait été enterré dans un endroit inconnu en Turquie. Cette explication semblait satisfaire le président américain Donald Trump qui a expliqué hier qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter, à cause de cette affaire, les étroites relations commerciales existant entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite et de rappeler le fabuleux marché de vente d'armes américaines conclu avec l'Arabie Saoudite l'an dernier, un marché de plusieurs dizaines de milliards de dollars, ainsi que la nécessité pour les Américains de consolider une alliance avec les Saoudiens face à la menace iranienne. Ce qui fait dire ce matin à Smadar Peri dans le Yediot Aharonot, dans cette affaire tout le monde ment. Le roi saoudien Salman, son fils, le prince héritier Mohammed ibn Salman, le président turc Erdogan et même le président américain Donald Trump. Le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin à un dossier méconnu de l'opinion publique israélienne, mais un dossier important lié à l'affaire, celle-ci bien plus connue et bien plus douloureuse, de la disparition de dizaines, voire même de centaines d'enfants yéménites aux premières années de l'État d'Israël. Selon des documents qui seront présentés cette semaine à la commission parlementaire qui débat de ce dossier des enfants yéménites disparus, des biens historiques de la communauté yéménite ont été acheminés en Israël au début des années 50, mais ensuite ils auraient disparu. Selon des témoignages, les Olim du Yémen ont dû se séparer de leurs biens personnels et communautaires au moment de l'opération d'Aliyah sur les ailes des aigles qui a conduit la communauté yéménite dans son ensemble en Israël au début des années 50. Mais ensuite, donc, ces Olim n'ont jamais pu récupérer ces biens. Il s'agit en particulier d'un trésor historique culturel et il serait composé essentiellement de milliers de sifrei Torah et de livres de Kodesh antiques. C'est le petit-fils de celui qui était à l'époque le leader spirituel de la communauté yéménite, le Rav Amram Rokar, qui a révélé la disparition de ces ouvrages de Kodesh, après en avoir découvert quelques-uns, presque par hasard, des ouvrages qui appartenaient à son grand-père. Affaire à suivre, donc c'est une révélation ce matin du Israël Hayom. Le Israël Hayom qui nous annonce également qu'à l'occasion du 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël se tiendra durant la prochaine fête de Hanouka un concours biblique exceptionnel qui réunira 16 candidats qui ont tous remporté le concours biblique international Yom Ha'atzmaut ou qui se sont classés second de ce concours. Il s'agira de candidats d'Israël et de diaspora. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse par l'ensemble des quotidiens qui nous montrent ce matin, parfois en une, parfois en page d'intérieur, des photos des premières véritables précipitations de cet automne en Israël. Il s'avère que les premières fortes précipitations, les pluies diluviennes ont frappé la ville où le soleil domine toute l'année, la ville d'Elat qui se retrouvait inondée. Par ailleurs, dans la Harava, les torrents de boue menaçants ont déferlé, provoquant la fermeture de la route 90, cette fameuse route qui relie Elat au reste du pays. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous allons marquer une pause musicale et nous serons dans quelques instants au téléphone avec Claude Breitman pour parler du colloque qu'elle a organisé en tant que présidente du campus francophone de Natania, un colloque consacré à l'eau, au problème de l'eau au Proche-Orient. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.